Alors que nous parlons ce soir, le monde retient son souffle. La réunion Washington-Moscou est en cours. Donc voilà ce qu'on appelle le tour de table et quelques images qu'on fait avant que chacun rentre dans le vif du sujet. D'un côté, les trois protagonistes principaux, Vladimir Poutine évidemment d'un côté et les deux émissaires américains de l'autre. On va détailler tout ça. Disons-le clairement, ce plan, il n'a toujours pas été communiqué officiellement. Sur quoi discutent les deux parties officiellement? Il n'y a pas eu de communication, c'est assez rare. Mais, nous vous le disions dès hier, la presse américaine, la presse britannique ont des informations et la nouveauté, ce sont les déclarations côté ukrainien qui confirment ces informations. Il faut évidemment décrypter tout cela, c'est du langage diplomatique. Mais l'Ukraine, aujourd'hui, indique pour la première fois, il faut se préparer à une défaite. Il faut se préparer à une défaite tactique, renoncer à quelque chose pour pouvoir, d'une certaine manière, sauver le pays et pour pouvoir, à moyen terme, à long terme, continuer à exister. Mais le moment est venu de faire des sacrifices. Voilà ce que dit l'Ukraine, qui indique aussi que la fin de la guerre se rapproche. Donc visiblement, c'est du sérieux, comme on le dit. Alors, quels enseignements? Et si c'est le cas, si l'Ukraine donne son feu vert, a-t-elle raison? A-t-elle raison de choisir de s'amputer d'une partie des territoires qu'elle contrôle pour pouvoir arrêter les combats? C'est la question sur laquelle je veux vous entendre. Vous, Pierre Servant, qui nous accompagnait depuis le début de cette guerre. On est à un moment visiblement important, éditorialiste géopolitique pour notre antenne. Daphné est avec nous, Daphné Benoît, chef du pôle international de l'AFP. Bonsoir à vous aussi, Daphné. Christian Macarian est autour de la table, éditorialiste international au Point et Radio Classique. Et puis on vous a entendu, celle qui vient de là-haut. Marion van der Rettergem, on va vous la resservir, celle-là, Marion. Grand reporter et chroniqueuse à l'Express. D'abord, les tout derniers éléments. Ce que l'on sait est d'une certaine manière le verdict avant même la fin de cette réunion qu'ont rendu de façon elliptique, et il y a beaucoup d'informations dans cette phrase, les dirigeants ukrainiens. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Kiev se résout à accepter ce qui semblait inacceptable jusque-là. Effectivement, les deux images du jour, les voilà. D'abord, Steve Witkoff et Jared Kushner sur la place rouge à Moscou, en chemin pour le Kremlin. L'entretien avec Vladimir Poutine a commencé il y a 2 heures et voilà les toutes premières images reçues il y a quelques minutes à peine. Vladimir Poutine face aux deux émissaires de Trump. Du reste, effectivement, aucune communication officielle sur le plan qui est discuté sous les ors du Kremlin. Mais heure après heure, il se confirme qu'il y a bien au centre de ces discussions, les concessions territoriales dont on parlait hier. Et l'information de la journée, c'est aussi ce qui transparaît des déclarations des uns et des autres. Écoutez, Dmytro Kuleba, ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. У України тактична поразка, але стратегічна перемога. Тактична, тому що в моменті буде неприємно. Але якщо ми подивимося на те, з чого починалося це вторгнення, а саме з бажання знищити нас як державу, на жаль, ви сильно помиляєтеся. Autrement dit, c'est douloureux, mais cela aurait pu être bien pire si l'Ukraine ne s'était pas battue depuis 3 ans et demi. Autre déclaration plus fataliste encore, celle de Fedir Venislitsky, membre de la commission de la sécurité intérieure au Parlement ukrainien. Aujourd'hui, alors qu'il est évident que la guerre touche à sa fin, certains le reconnaissent et d'autres non, mais c'est la réalité. 2 sons de cloche qui font écho aux mots de Volodymyr Zelensky hier. Il y a quelques mois, il parlait d'une paix juste. Désormais, il n'est plus question que d'une paix digne. Cette guerre doit se terminer dignement. Alors, qu'y a-t-il derrière ces déclarations? Le crève-cœur d'une amputation territoriale, c'est-à-dire le renoncement aux 20% de la région de Donetsk que l'Ukraine contrôle toujours aujourd'hui. Alors rentrons dans le détail, cela représente 5200 km², l'équivalent d'un département français comme le Cantal. Cela inclut surtout
de grandes agglomérations comme Sloviansk ou encore Kramatorsk. Kramatorsk d'ailleurs encore davantage puisqu'aujourd'hui c'est la principale gare de convoi des soldats russes vers le front, le quartier général ukrainien dans le Donetsk, une plaque tournante et aussi une capitale industrielle, Syrie, mines de charbon, gisements de terres rares, lithium, etc. Dernier point, il faut rappeler qu'en échange, entre guillemets, l'Ukraine garderait les zones sous contrôle dans les deux régions de Zaporijia et celle de Kherson. Rappelons-le, c'est ce que rapportait hier la presse américaine. Voilà, ça c'est sans doute en discussion, ce point-là. Visiblement, le Donbass, c'est-à-dire les 20% de cette région de Donetsk, c'est plié, comme on dit dans le jargon. Mais sans doute que les Russes ont encore plus d'appétit et voudraient, en tout cas c'est ce qu'ils réclamaient, l'intégralité de ces régions du Sud qu'ils ont annexées officiellement, il faut le rappeler, mais qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Et coïncidence qui n'en est sans doute pas, les Russes revendiquent justement une percée importante dans cette même région du Donetsk. Effectivement, la prise de la ville de Pokrovsk avec 3 images symboles. D'abord, ce drapeau russe brandi par 2 soldats dans ce qui est présenté comme la place centrale de Pokrovsk. Ces soldats de Moscou ensuite déambulant dans le centre-ville, armes à la main, mais seuls et sereins. Il n'y a de toute évidence plus de résistance. Enfin, Vladimir Poutine lui-même, entrayé militaire hier dans l'un des postes de commandement de l'armée russe. Il remercie les troupes, il les félicite pour leur victoire et il annonce, je cite, que la junte voleuse de Kiev est défaite. Les combats durent là-bas depuis 18 mois. Kiev ce soir dénonce une mise en scène et dément la chute de la ville, mais ce qui est certain, c'est que les Russes y progressent. Restez avec nous, Justine, parce qu'on va voir tout à l'heure ce qui précipite sans doute les événements et qui fait que tout le monde semble penser ce soir que cette fois, après 2 refus russes, il faut le rappeler cette année, ça pourrait être la bonne et que le compromis pourrait être accepté avec des discussions bien sûr à venir. Mais le principe du compromis pourrait être accepté par les Russes. Si ce scénario se confirmait, Pierre, ce serait un moindre mal pour l'Ukraine qui semble s'y être fait, avoir renoncé. Écoutez, alors moi, je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. Je pense qu'il n'y aura pas de traité de paix, il n'y aura pas de débouché de cette réunion. Vous avez d'un côté des Russes, de l'autre côté des pro-Russes. On ne sait pas de quoi ils discutent. Un traité de paix, la proposition russe qui avait été traduite maladroitement en anglais, c'était 28 points. 28 points. De ce qui était sorti de Genève, c'est-à-dire ce traité abominable, cette proposition abominable du Kremlin, était sorti 19 points. Donc, certes, la question territoriale est une question importante, je vais y revenir, mais vous avez toute une foule d'autres points. Quid des enfants qui ont été enlevés et qui expliquent pourquoi Vladimir Poutine a été considéré comme un criminel de guerre. Quid des réparations, quid du reste du territoire, quid des demandes russes d'interdire l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN un jour, etc., etc., etc. Donc, et le périmètre de l'armée ukrainienne. Le périmètre, enfin tout ça. Bon, donc, si vous voulez, il n'y aura pas de traité de paix. Il n'y aura pas de traité de paix. Donc, qu'est-ce qui se joue depuis plusieurs semaines? C'est un théâtre d'ombre, de façon, du côté russe comme ukrainien, de pouvoir dire à M. Trump: on a été les meilleurs élèves de la classe, on aime beaucoup ce que vous faites, et on est prêt à faire des avancées importantes, etc. Je ne suis pas certain que Poutine veuille faire des avancées importantes, même en apparence, puisque ces dernières déclarations, au moment où il y a une séquence, une pseudo-séquence diplomatique qui s'ouvre, c'est de dire si l'Europe veut faire la guerre à la Russie, on est prêt maintenant à le faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu le télescopage psychologique. Maintenant, je voudrais revenir d'un mot sur la question territoriale, qui est importante, mais qui est qu'un aspect du problème. D'abord, ça fait longtemps, ça fait 2 ou 3 ans, que Volodymyr Zelensky, dans une rencontre avec des étudiants, à mi-mot, des mots plutôt clairs que pas clairs, avait dit: si un jour on doit se séparer du Donbass, qui est une terre paupérisée, dans laquelle se trouve un grand nombre d'Ukrainiens pro-russes, alimentés à la télévision russe, gavés à la télévision russe, eh bien, si l'accord qu'on pourrait trouver consisterait effectivement à détacher le Donbass et à trouver pour la Crimée un accord que les diplomates pourraient nous monter, un accord provisoire, avec à l'issue un vrai référendum, avec des votes qui ne soient pas faits par des Russes qui ont été implantés,
on peut peut-être avoir quelque chose autour de ça. Donc l'idée de lâcher, entre guillemets, le Donbass, même si c'est cruel, parce qu'une partie est toujours aux mains des Ukrainiens, c'est quelque chose dans la tête de Volodymyr Zelensky. Ça n'est pas un si grand tabou, c'est ce que vous dites. C'était pas un tabou, il a levé ce tabou, et à mon sens, le message qui est envoyé, c'est de dire à Trump, regardez, on est prêt à faire une concession majeure par rapport à votre plan, etc. Il n'y aura pas de traité de paix. Il n'y aura pas de traité de paix. Vous nous dites, Pierre, ni avec ça, parce ni que Moscou n'en veut pas. Mais non, Poutine n'en veut pas. Et ce que Poutine espère, c'est d'arriver à faire croire au président américain que ce sont les Ukrainiens qui ont... Donc vous avez ce jeu de dupes où chacun s'envoie, etc., avec des réunions qui sont obscènes. Vous avez le gendre de Trump qui est là pour faire des affaires, pour préparer le business qui est déjà en négociation entre les hommes d'affaires américains et les Russes, et puis celui que j'ai qualifié, certainement un peu méchamment, de Bibi Fricotin au pays des Soviets, voilà, qui est total, dont on sait qu'il est pro-russe, qui conseille les Russes dans la façon de manœuvrer, et on dit c'est de ça que va sortir un plan de paix, une avancée. Mais tout ça est parfaitement grotesque. Donc non, on est dans cette phase-là, il ne ressortira rien de positif de cette séquence, et à un moment, Poutine sifflera la fin de la récréation diplomatique, et il passera à une nouvelle étape de son offensive contre l'Europe, pas avec des chars, mais avec du cyber, de la déstabilisation, etc. Parce que Poutine considère qu'aujourd'hui, il a une fenêtre d'opportunité avec une Amérique qui a des pro-Poutine à tous les étages, les services de renseignement, les affaires, la présidence, etc. Des Européens qui sont très frileux, des opinions publiques fragilisées. Regardez les réactions à propos du général Mandon, qui dit des choses évidentes, un coup en France, et la panique à bord. Et enfin, Poutine compte sur les partis d'extrême droite en Europe pour être des relais d'opinion. Donc, non seulement je ne crois pas à une paix, une phase diplomatique, etc., mais je pense qu'on va avoir une nouvelle séquence d'agression russe, pas avec des chars, hein, évidemment, ils ne vont pas attaquer avec des blindés, ils en sont incapables, mais avec une nouvelle offensive. Donc tout ça, c'est un théâtre de marionnettes assez obscène. La fameuse guerre hybride, c'est clair, net, tranché. Daphné, malgré ces concessions qui s'annoncent, on le comprend dans les déclarations ukrainiennes aujourd'hui, concessions territoriales, Pierre Servant, ici, nous dit, pour autant, je ne crois pas une seconde que Poutine veuille baisser les fusils. Est-ce votre sentiment ? Je pense que les Ukrainiens sont quand même dans une situation extrêmement compliquée, à la fois sur le plan diplomatique, avec, comme vous l'avez dit, Pierre, en face des Américains, une administration clairement pro-russe, mais dont ils dépendent quand même pour une partie des besoins militaires. Et puis, une situation politique extrêmement embarrassante avec ce scandale de corruption qui éclabousse le gouvernement ukrainien. Donc, c'est une posture compliquée. S'ajoute à ça, effectivement, des problèmes sans doute à venir d'effectifs militaires ukrainiens. Ça, c'est leur faiblesse par rapport à l'armée russe qui semble nourrir ad vitam aeternam de la chair à canon. Mais je suis d'accord. Donc, je peux imaginer que le camp ukrainien soit effectivement dans une posture de dire voilà, bon, nous sommes désormais prêts à certaines concessions. Après, en face, ils ont un Vladimir Poutine qui n'acceptera jamais le compromis. C'est-à-dire que Vladimir Poutine n'a jamais changé d'un iota sa position, qui est maximaliste. Je ne sais pas quels sont les points qui ont été retirés parmi ces 28 points pour finir avec 19 points, mais il y avait quand même la dénazification de l'Ukraine, il y avait quand même l'amnistie pour les crimes de guerre. Je rappelle Boutcha. Il y a des choses qui sont inadmissibles, mais je ne sais pas s'il transigera. Donc, et puis, pardon, mais pour revenir sur les propos de Vladimir Poutine cet après-midi, extrêmement menaçants à l'égard de Alors, l'Europe. est-ce que vous voulez qu'on les écoute, puisque vous en parlez tous les deux ? Tout à fait. On a pris l'habitude, il faut quand même le dire, des déclarations de Vladimir Poutine, souvent très va-t-en-guerre, souvent à l'emporte-pièce, et on a pris l'habitude de les relativiser. Et là, il faut bien dire quand même qu'il ne dit pas « je vais attaquer l'Europe ». Il dit « je n'ai aucune intention d'attaquer l'Europe ». Il disait aussi 3 jours avant l'invasion de l'Ukraine « je n'ai aucune intention d'attaquer l'Ukraine ». Enfin, il dit « je n'ai aucune intention, mais si l'Europe attaque, alors nous sommes prêts à répondre ». Écoutons Vladimir Poutine tout à l'heure.
Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень можно очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Montage Lilian Brémond. Bon. Si je peux me permettre de rebondir sur ces propos, ils interviennent juste avant les négociations avec les Américains et juste après une séquence où les Européens ont essayé d'amender ce fameux plan, qui n'est pas un plan de paix, bien sûr, mais un plan, un projet Trump. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que, avec ces menaces, Vladimir Poutine veut faire porter le chapeau de l'échec des négociations potentielles aux Européens qui ont proposé des garanties de sécurité les impliquant. On sait bien que Vladimir Poutine exclut catégoriquement ce scénario. Pour moi, ça veut dire les Européens, ce que vous avez mis sur la table, c'est hors de question, ça équivaudra à une déclaration de guerre. Donc il brandit encore cette menace comme il l'a fait des dizaines de fois depuis le début du conflit. Mais voilà, c'est dans un moment particulier. Donc c'est adressé à la fois aux Européens et puis à Trump en disant voilà, avec ces propositions, les Européens mettent de l'huile sur le feu. Christian, et vous, avez-vous le sentiment que Vladimir Poutine, compte tenu de cette évolution américaine très conciliante et malgré les efforts européens et malgré surtout les concessions territoriales ukrainiennes telles qu'on les entend, que Poutine n'ouvrira pas la porte à la paix aujourd'hui, comme le disait Pierre. Ce que les Russes appellent paix, et là il y a mal donne et il faut éclaircir les choses, c'est l'écrasement de l'adversaire. Ça n'est pas un traité en bonne et due forme. Ce n'est pas cela qui est recherché par les Russes. Ce qui est appelé paix par les Russes, c'est la reddition, voire la capitulation de l'Ukraine. Et de ce point de vue-là... Ça et rien d'autre. Non, exactement, pour le moment. Et de ce point de vue-là, Poutine va atteindre ce but. Il a les Américains avec lui pour y parvenir. C'est d'ailleurs la raison de sa colère contre les Européens qui l'ennuie, parce que les Européens empêchent la réalisation de ce plan de capitulation complète. Pardon, mais c'est très important. Vous pensez que Trump est décidé aujourd'hui à faire capituler l'Ukraine? Quand on dit capitulation, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'armée à Kiev et qu'il n'y aurait plus de régime. Je pense exactement comme Kaja Kallas, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, que les Américains ont choisi la reddition de l'Ukraine parce que c'est la manière la plus facile d'arrêter la conflictualité. J'ai pas dit la guerre. La conflictualité, c'est la raison pour laquelle Poutine ne frappe jamais aussi fort, comme il l'a fait encore aujourd'hui, que lorsqu'il voit cette possibilité se dessiner pour lui. Ensuite, les déclarations quand même de Volodymyr Zelensky qui parle de mettre fin à cette guerre de façon plus qu'explicite, il l'appelle de tous ses souhaits désormais, c'est une manière de préparer le terrain pour quelque chose qui ne peut pas, en aucun cas, être la restitution des 4 oblasts à l'Ukraine. Cela, à mon avis, ne se produira pas. La tonalité des déclarations ukrainiennes semble pourtant... Il faut exclure les 2 régions du Sud, mais pour les 2 régions du Donbass, la tonalité des déclarations semble aller dans ce sens. C'est une manière de négocier et ils ont raison de le faire. Et à leur place, on ferait la même chose, puisqu'ils détiennent encore une portion conséquente de l'oblast de Donetsk notamment. Mais je crains que malheureusement... le plan de Poutine soit en cours d'accomplissement grâce aux Américains. Sans les Américains, il ne le pourrait pas. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il est très énervé contre les Européens et qu'il les menace, parce que les Européens se mettent en travers de ce plan-là. Donc, Poutine essaie d'enfoncer un coin entre les Européens et les Américains. Est-ce qu'ils ont les moyens de se mettre en travers de ce plan, les Européens? Ils n'ont pas... Si c'est le plan. Ils n'ont pas totalement les moyens au sens opérationnel militaire, mais au sens diplomatique, ils ont encore un poids. La preuve, c'est que après les 28 points, il y a eu les 19. Après Genève. Genève, c'est une opération européenne, diplomatique européenne. Donc les Européens ont encore un petit poids, au moins diplomatique. Et ça embête les Russes. Marion, un certain... Je ne sais pas si on peut appeler ça pessimisme, enfin un certain, en tout cas, constat d'impossibilité côté Poutine de dire oui
sauf capitulation totale de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez aussi que tout ça est un théâtre d'ombre ? Oui, mais justement, je n'en tire pas des conclusions aussi définitives ni aussi pessimistes. Parce que d'abord, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas ce qui a été décidé. On ne sait pas de quel plan ceux qui sont autour de la table ont décidé, qu'ils sont en effet tous dans le même camp. Ce sont des businessmen qui veulent tous la capitulation de l'Ukraine autour de la table. Ça a été prouvé par la conversation téléphonique qui a été rapportée entre Witkoff et Holochov. Donc ils sont tous dans le même camp. Et il y a quelque chose qui se joue toujours... donc on ne sait pas, puisqu'il y a eu le plan en 20 points qui avait été amendé par les Européens, par les Ukrainiens, et on ne sait pas de quoi ils discutent, première chose. Deuxièmement, les Ukrainiens, donc il y a une parole que vous nous avez rapportée, dont je n'étais pas au courant avant de venir sur le plateau, qui ne veut pas, tonalité, en tout cas, qui ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que ce qui se joue, c'est que depuis le début, et les Russes et les Ukrainiens veulent prouver à Trump qu'ils ne sont pas la partie contestataire, celle qui va faire obstacle à la volonté du grand Manitou, du grand pacha Trump, qu'il ne faut pas laisser son orgueil. On passe son temps à le remercier, à lui dire comme il est beau et à lui dire qu'il est le plus fort et le plus intelligent. Donc personne, évidemment, diplomatiquement, ça n'est pas dans les intérêts des Ukrainiens qui ne sont pas à cette table. Même la partie la plus favorable à l'Ukraine de l'administration Trump n'est pas représentée, c'est-à-dire Marco Rubio. Même le diplomate russe Lavrov, qui n'est pas du tout pro-ukrainien, mais enfin on voit qu'on n'est pas entre diplomates, on est entre businessmen qui veulent faire du fric, c'est tout. Donc les Ukrainiens n'ont absolument pas intérêt à se prononcer contre un plan qui vexerait Trump, qui pense être un homme de paix, et celui qui va être connu mondialement comme étant le faiseur de paix. Donc pour le moment, on est dans une expectative totale, et ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens sont en très mauvaise posture. Zelensky est très affaibli politiquement. Poutine a le cadeau du siècle de tomber sur un président américain vénal qui ne veut qu'une chose, en effet, c'est donner l'Ukraine à la Russie. Mais l'histoire n'est pas du tout finie. Encore une fois, on ne sait pas de quoi on parle. Il y avait 2 points. Volodymyr Zelensky, à la fin de la conférence de presse avec Emmanuel Macron, a dit la vraie question, c'est sur les territoires. Non, ça n'est pas la vraie question. La vraie question, ce sont les garanties de sécurité. Est-ce que ce n'est pas le premier verrou, les territoires ? Oui, parce que les territoires, il peut de facto... On a bien compris que les Ukrainiens ne sont pas pour le moment dans la situation de pouvoir récupérer ces territoires et qu'on parle d'une reconnaissance de facto. Ce qui est très dur à avaler, c'est que de facto, on considère que même ce que les Russes n'ont pas conquis militairement soit donné en cadeau aux Russes. Mais on est quand même dans le territoire est annexe par rapport aux garanties de sécurité européennes et américaines. Et c'est là que tout se joue. Et si jamais, soit c'est une capitulation totale de l'Ukraine, mais que du coup les Ukrainiens n'accepteront pas, ils ne se sont pas battus 4 ans, ils n'ont pas perdu des dizaines de milliers d'hommes pour tout laisser tomber. Donc ils continueront à se battre. Donc il n'y aura pas de paix. Soit c'est une capitulation nuancée, c'est-à-dire avec des garanties de sécurité, et ça, Poutine ne l'acceptera jamais. Donc je pense que des 2 côtés, on est dans le flou d'une part, et d'autre part dans une histoire absolument pas terminée. Alors, peut-être une nuance à ce que vous affirmez, ou à votre prudence aux uns et aux autres, c'est la carotte pour Vladimir Poutine. Sur le papier, il n'a aucune raison, effectivement, de bouger par rapport à ces 2 précédents niettes qu'il a opposé à Donald Trump cette année. Mais là, vous parlez tous de business et les choses se précisent avec les dernières révélations. On vous retrouve, Justine, ces carottes économiques, ces perspectives économiques apparaissent au grand jour. Effectivement, il y a d'abord tout ce que Moscou fait miroiter aux Américains. Le timing ne doit rien au hasard. Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Poutine pour l'économie, dévoile aujourd'hui cette vidéo de présentation d'un projet fou, ce tunnel entre l'Alaska aux États-Unis et l'Arctique russe. À grand renfort d'images de synthèse, on imagine un monde où tout transite entre les 2 pays, touristes, marchandises. Ces 2 enfants russes et américains, vous les voyez, qui s'enlacent, les possibilités sont infinies. Moscou agite effectivement une grosse carotte pour les entreprises américaines, un accès privilégié aux richesses de l'Arctique, les terres rares, les minerais et surtout les ressources énergétiques. Il serait question pour des investisseurs américains proches de Donald Trump d'exploiter le gaz et le pétrole russe. ExxonMobil serait par exemple déjà
en discussion avec Rosneft et Lukoil. Et à l'inverse, il y a tout ce que les Américains promettent aux Russes. Outre les honneurs, le retour au sein du G8, un partenariat pour aller ensemble sur Mars avec Elon Musk, il y a surtout les rentrées d'argent, la levée des sanctions américaines sur le gaz et le pétrole russe, le déblocage des avoirs russes, yachts, villas, avions et dépôts financiers de la Banque centrale. Tout cela représenterait des milliards de dollars au bas mot. Merci Justine, c'est le Wall Street Journal notamment qui a fait ces révélations récemment. En 30 secondes chacun, est-ce que ça ne peut pas faire plier Vladimir Poutine plus que toutes les menaces? Ça pourrait surtout faire plier Donald Trump qui, lui, ne voit que des dollars à travers ces histoires. Et le montage a été très bien fait parce que ça rappelle le montage Trump sur Gaza. C'est un peu les mêmes schémas, les mêmes univers télévisuels, audiovisuels. Donc c'est assez catastrophique. Enfin, c'est assez frappant, comment dirais-je. Il y a quand même un élément, je terminerai vraiment par ça, c'est que Trump n'a pas complètement les mains libres aujourd'hui. D'abord, ces révélations-là choquent un certain nombre d'Américains. Le fait de se dire, mais on a un pays à terre qui est agressé, et finalement on va le dépouiller avec un État totalitaire, un peu gênant. Et par ailleurs, à la suite des révélations sur la façon dont Steve Witkoff ménageait la partie russe, il y a quand même des républicains chez qui ça coince. Donc Trump est quand même un petit peu gêné aux entournures pour imposer une capitulation. Quand on sait tout ça, il reste quand même des ferments démocratiques aux États-Unis. Mais du côté de Poutine, lui, voyant toutes ces perspectives qui sont offertes, est-ce que ça dépasse son rêve mystique d'être l'héritier des tsars ou est-ce que ça ne pèse pas grand-chose? Cette perspective de normalisation avec les États-Unis, avant la présidence Trump, c'était inimaginable. Les États-Unis, vous vous en souvenez, on en parlait souvent ici, sur les plateaux propagandistes russes, étaient l'ennemi juré à abattre. Alors là, c'est un retournement de situation absolument incroyable. Et le retour sur la scène internationale, comme ça qu'on lui promet, c'est effectivement du pain béni pour Poutine. Ça pourrait le décider à ne plus jouer la montre ou pas? Je ne pense pas que ça suffise. Mais juste une petite remarque pour finir. En revanche, les Européens, là, pour le coup, et on en parle depuis le début de la guerre en Ukraine, alors là, on peut parler des Européens au pied du mur. Mais alors au pied, même dans la tranchée. Mais vous vouliez parler du business, là on y est. Est-ce que ça, c'est un ressort ou pas pour vous, Christian et Marion? Il y a un mot qui manque pour expliquer le retournement américain, c'est le mot Chine. Pour les États-Unis, il y a une grande stratégie derrière tout cela. Je n'ai pas dit que ça allait marcher. Et pour Poutine, il y a aussi une grande stratégie. Pour Poutine, la stratégie, c'est la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire briser complètement le monde qui a fait reculer la Russie et imposer de nouvelles règles. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous parliez tous du rôle du business et quand on le met sur la table, vous parlez d'autre chose. Non, je pense que le business est un élément essentiel du rapprochement entre la Russie et les États-Unis qui vise à tacler la Chine. Donc la Russie joue le rôle que les États-Unis lui demandent de jouer à travers ce retour de business, alors pour le coup spectaculaire comme on n'en a jamais vu. Il y a des possibilités, la Russie en a besoin parce que c'est pas un pays que M. Poutine a su diriger vers la prospérité. Les minerais, les terres rares, les projets un peu fous de tunnels, faut-il y croire, on ne sait pas, mais tous ces milliers de milliards qui se dessinent, est-ce que ce serait plus fort que le bellicisme de Poutine? Ça pourrait le faire fléchir? Poutine, mais pour Trump, et c'est ce que Poutine a parfaitement compris, Poutine a mieux compris Trump que Trump n'a compris Poutine. C'est-à-dire que Poutine n'est pas un businessman, il a en effet besoin, son économie n'est pas, comme disait Christian, l'arrivée de bons dollars lui fera du bien, mais ça n'est pas son moteur, c'était une personne messianique, il est en mission sur Terre pour reconquérir
un empire perdu et qui n'a pas de rive, comme il le dit, et qui n'a que qui s'étend au gré des marées. Il est vraiment, c'est une sorte d'évangéliste de la Grande Russie, un idéologue, et il a très bien compris qu'en revanche, Trump était un agent immobilier qui voit tout en termes de foncier, de territoire et de business et de fric à faire, et il le traite comme un chef mafieux, c'est-à-dire qu'il lui propose du pognon, et en sachant très bien que c'est le talon d'Achille, c'est ce à quoi Trump ne pourra jamais résister. Donc c'est vraiment, il a tout compris, c'est vraiment l'agent du KGB, il a complètement compris la psychologie de son nouvel ami.